Welcome, everyone. So good to see you. Bienvenue tout le monde, c'est un plaisir de vous voir. Bienvenue. Nous sommes ici et c'est la semaine des signes vitaux. Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à notre première webinaire cette semaine où on va discuter du programme Signes Vitaux et les expériences d'activer ce programme dans votre communauté. Thank you so much for joining us today. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une belle semaine de signes vitaux. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire pour activer les signes vitaux. Nous entendrons le parcours de la Fondation communautaire, de la façon dont ils ont mis en œuvre le programme de différentes façons. Et nous allons commencer. Donc, certains points à prendre en note pour l'espace Zoom aujourd'hui. La séance sera disponible en anglais et en français. Et comme nous irons en anglais et en français aujourd'hui, nous présenterons en français et en anglais. Tout le monde devra choisir sa langue de préférence. Sinon, vous n'entendrez pas la traduction. Donc, pour avoir accès à l'interprétation, vous verrez un globe au bas de votre écran. Cliquez sur ce globe et choisissez le français ou l'anglais. Et un petit rappel Zoom, vous pouvez nous voir et nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous voir et vous entendre. La technologie est faite comme ça. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, écrivez-les dans la boîte de dialogue, le chat. Nous allons pouvoir l'intégrer vers la fin. Si nous avons le temps, nous aurons une période de questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions sur ce qui est présenté, sur les signes vitaux ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, écrivez tout ça dans la boîte de clavardage. Nous avons quelques diapos, pas beaucoup. Ce seront plutôt pour un visuel. Vous aurez accès à ces diapos en français et en anglais. Donc, ici, je vous amène en haut de l'écran. Vous verrez au haut de votre écran View Options ou options de visionnement. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez choisir le diaporama en français ou en anglais. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de diapos. Nous allons plutôt écouter nos présentateurs aujourd'hui. Alors, tout le monde, j'aimerais vous demander de prendre un moment pour vous déposer. J'aimerais vous dire la bienvenue encore une fois. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs d'entre vous et si je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer encore, mon nom est Julia Boubran. Je suis la gestionnaire de Signes Vitaux. Ici, c'est chez FCC. Alors, je vais vous dire d'où je me connecte avec vous aujourd'hui. Ensuite, je vous encourage de nous dire sur quel lieu vous vous situez présentement. Je suis sur le territoire traditionnel et ancestral des Chawal Obeshane et Anishinaabe qui sont sur les terres du traité 18, spécifiquement la ville coloniale sur laquelle je suis est l'Ontario Mono. En Anishinaabe-Mo'em, le mot qui explique le mot traité est Ago Widowinan, qui veut dire de rassembler les choses ensemble. J'ai passé beaucoup de temps récemment à penser, à rassembler, à recueillir les éléments ensemble, mais je viens d'apprendre le contexte de cet énoncé par rapport au territoire et au traité. Donc, de rassembler, de recueillir les gens en bonne relation entre eux et avec le territoire. C'était l'intention derrière le traité 18 et derrière plusieurs traités. Ce n'était pas le propriétariat ou le contrôle. Donc, cette idée d'être des gens et un peuple de traités, comme vous avez déjà entendu. Le dernier rassemblement avec les signes vitaux, je vous ai parlé de mon intérêt pour la ferme et de faire pousser de la nourriture. Donc, en étant sur cette terre sous-traitée, je prends soin de faire grandir ou de faire pousser des choses qui sont nécessaires et vitales pour les gens sur cette terre. Donc, vous pouvez vérifier si vous êtes situé sur un lieu qui est gouverné par un traité, qu'est-ce que ce traité veut dire, et vous pourriez prendre en considération qu'est-ce que votre relation sera face à ces traités. Donc, encore une fois, dans notre relation entre nous, mais bienvenue à notre webinaire Signes Vitaux. Alors, qu'est-ce que c'est Signes Vitaux? Comment qu'on le fait? C'est quoi toute cette chose dont on parle chez FCC? Nos présentateurs aujourd'hui sont excellents. Ils vont vous parler de leurs expériences dans ce que j'appelle cet écosystème des signes vitaux.
Ce que nous avons entendu chez CFC ou chez FCC, c'est qu'au bout du compte, ça revient à ça. C'est que le parcours de chacun chez Cinq Vito est différent, ce qui est fantastique. Alors, comment les gens font cela? Comment est-ce que les gens commencent? Alors, à l'écran, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle notre carte de parcours. Comment est-ce que les fondations communautaires utilisent les données dans nos programmes pour mobiliser la construction des communautés ou la création de communautés d'un océan à l'autre? On essaie toujours de capturer les expériences et les parcours divers. Donc, en regardant cette carte de parcours particulière, j'aimerais énoncer ou souligner quelques éléments ici. J'ai souvent la question, comment est-ce que je commence avec les signes vitaux? J'ai une fondation de bénévoles. Nous avons des besoins croissants. Nous grandissons en tant que communauté. Donc, vous regardez une carte de parcours et vous dites, OK, étape 1, voilà, c'est là que je vais commencer. Et jusqu'à un certain point, vous seriez correct. Mais pour certaines personnes, le point de départ sont des conversations avec votre conseil sur la raison pour laquelle vous voulez faire les signes vitaux. Vous allez identifier les résultats et planifier votre capacité, vos mesures en termes de capacité. Vous pourriez commencer une conversation, mais vous pourriez commencer aussi en débutant une recherche sous toutes ses formes, une recherche de collecte de données, une recherche à travers des conversations, à travers des discussions avec d'autres services communautaires ou organisations. Ça peut être des données en partenariat avec d'autres fondations communautaires du Canada ou ISD, ou vous pouvez également collecter des données locales dans votre communauté. Peut-être qu'il y a des organisations qui font des sondages, qui collectent de l'information, des, des commissions scolaires, des centres de santé. Vous pouvez développer des partenariats pour explorer le bien-être communautaire. Il y a tant de façons et tant de manières de commencer. Tout ceci pour dire que Signe Vito n'est pas un parcours particulièrement linéaire. Vous l'entendrez en détail de la part de nos conférenciers invités. Mais ce que ça nous amène, c'est plutôt à partager nos découvertes. C'est comme un point pour se déposer, où nous pouvons avoir un dialogue communautaire et obtenir des rétroactions. Et cela relance le processus encore une fois. Et peut-être qu'au deuxième cycle, ce sera un peu différent et un peu différent à chaque fois pour continuellement chercher à comprendre les besoins de la communauté et la direction dans laquelle vous désirez vous orienter. Alors voilà, c'est notre carte de parcours. Et encore une fois, où que ce soit que vous commenciez, c'est le bon endroit pour vous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez pour l'activation de vos signes vitaux, comment vous voulez vous mobiliser dans ce programme, dans cette communauté, c'est là que vous devez être, c'est là que vous devez commencer. Et de les manières que les fondations communautaires Canada peuvent vous soutenir dans votre parcours, c'est le rôle que nous pourrons jouer ensemble, faire un partenariat pour que ce parcours soit un peu plus simple et plus facile à, à gérer. Donc, nos présentateurs d'aujourd'hui ont débuté leurs signes vitaux à un point différent de cette carte de parcours. Alors, j'aimerais prendre un moment pour présenter nos conférenciers invités et de vous dire de quoi ils parleront aujourd'hui. Donc, nous avons Lauren Friesen qui provient de la Fondation communautaire de l'Alberta du Sud-Est. Elle est la coordonnatrice des projets de la recherche pour le programme Signes Vitaux. Avec mes conversations que j'ai eues avec Lauren cette année, elle a eu une expérience récente d'amener Signes Vitaux dans une grande zone géographique qui comprend plusieurs communautés avec différents besoins. Et il y a beaucoup d'espaces qui séparent chacune de ces communautés qui sont principalement rurales. Alors, Lauren parlera de leur parcours avec Signes Vitaux, comment ils ont commencé et où ils s'en vont. Nous avons également Penny Cooper, qui est la directrice générale des fondations communautaires rurales de la Nouvelle-Écosse. Penny a fait du travail très intéressant. Elle a beaucoup d'expérience avec les communautés rurales et différents groupes dans le cours de sa carrière. Elle a mis en œuvre une stratégie authentique basée sur les connexions locales et les partenariats pour améliorer les connexions de signes vitaux avec la communauté. Et finalement, nous entendrons parler Perrine Vasseur de la Fondation Québec Philanthrope
Perrine est la conseillère à l'aide financière et lien avec la communauté. Perrine fait tout avec mes conversations avec Perrine cette année. Elle m'a parlé de son expérience. Elle est incroyable. Elle prend une vision holistique de ce qu'est Think Vito, comment ça fonctionne au niveau de la fondation, du fondement de la fondation et de vraiment ramener Think Vito au centre de leur travail. Et Perrine parlera un peu plus de cette vision globale de Think Vito et comment l'amener de façon globale et holistique dans la fondation. Sur cette petite introduction de tous nos conférencières, j'aimerais inviter Lauren à l'écran. Donc, dans un moment, nous allons voir Lauren. Lauren, merci d'être avec nous aujourd'hui à notre webinaire Activer les signes vitaux et j'ai bien hâte de vous entendre. C'est à vous, Lauren. Bonjour tout le monde. Comme Julia l'a dit, mon nom c'est Lauren. Je vais vous donner un peu de contexte de la Fondation communautaire de l'Alberta du Sud-Est. Donc, comme Julia a dit, nous couvrons une très grande superficie, donc environ 40 000 kilomètres cubes. Donc, nous sommes à Medicine Hat, qui comprend une population d'environ 65 000 personnes. Mais à l'intérieur de cela, nous avons des zones spéciales, des comtés, des districts et au total, nous avons une population d'environ 810 000 individus. Donc, nous avons des besoins très uniques que nous avons recherchés. Donc, c'est en fait notre première année où nous plongeons dans les sections rurales avec notre rapport de Think Vitaux. Donc, tout au cours du parcours et dès le début, je crois que c'est facile d'avoir de grands espoirs, mais certains des défis que nous avons vus durant notre parcours, étant donné notre grande population rurale, c'est qu'il y a vraiment un manque de données au niveau de la région rurale. Donc, j'espère que notre soutien pourra vous donner un aperçu général de la région. Donc, si vous regardez certaines de nos plus petites communautés, il y a des centaines de personnes et les données sont presque inexistantes. Donc, l'une des approches que nous avons eues en créant ce rapport, c'est de commencer un sondage communautaire. Et avec cela, nous avons vite compris qu'il y avait des défis, premièrement au niveau de la collecte de données, mais deuxièmement aussi pour mobiliser le public. Alors, c'était l'objectif principal de ce rapport. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Comment est-ce qu'on peut inclure les régions rurales? Parce que, comme je l'ai dit, ils sont une grande partie de notre population et pour pouvoir les desservir, il faut comprendre leurs besoins. Alors, en faisant le sondage, nous l'avons fait pendant environ 2 mois et avec cela, nous avons été en mesure de collecter environ 600 réponses au sondage. Mais avec cela, en regardant les réponses que nous avons reçues, elles provenaient principalement de Medicine Hat toujours. Donc, ce serait un peu trop difficile avec les petits échantillons dans les communautés rurales pour analyser ces données. Donc, ce qu'on a fait, nous avons combiné toute l'information et avons analysé les données de façon collective. À l'issue de ce rapport, ce que nous avons réalisé, c'est que c'est une approche en plusieurs étapes. On a regardé l'échéancier. Durant l'année, nous avons collecté les données. Nous avons réalisé que cet effort exige quelques étapes. Donc, notre plan, c'est d'utiliser ce rapport comme fondation pour les prochaines années pour pouvoir étendre nos connaissances et nous allons poursuivre avec des conversations. Alors, nous utilisons ces données pour nous préparer à l'année prochaine et savoir quel genre de conversation nous aurons avec les communautés rurales et comment nous les mobiliserons. Parce que c'est tellement divers et très large. Je crois que les données les plus significatives pourraient ressortir de ces conversations.
Dans les données du sondage, nous avons vu que cet élément était ressorti dans les questions à réponse ouverte. Les gens pouvaient vraiment faire entendre leur voix de cette façon. Alors, c'est un peu notre plan. Une autre façon de le faire, c'est à travers des partenariats, des collaborations, parce que nous avons vu que les gens ont reconnu qu'il y avait peut-être un manque de données au niveau des communautés rurales. Mais en faisant un partenariat avec d'autres organisations, ceci prévient les efforts dupliqués, les duplicata, et ça génère aussi un momentum, un élan, ce qui est l'objectif de notre travail, c'est d'avoir une approche multifacette, multidisciplinaire. Et cela établit un bon fondement pour progresser dans les années à venir. Nous allons faire des groupes focus avec les communautés. Et nous continuons de collecter les données et nous avons reconnu que c'était une priorité. Et je crois que ça a pris du mordant. Les gens aiment les conversations. Il y a définitivement un besoin et un désir de fournir une voix aux communautés rurales ou de donner une voix aux communautés rurales. Alors, c'est mon expérience avec les signes vitaux à date. Nous allons publier un rapport le 30 octobre et j'ai bien hâte d'entendre la rétroaction sur ce rapport. Amazing. Lauren, thank you so much Fantastique. Lauren, merci for beaucoup that overview. And pour it's cet really aperçu. interesting. And I'd love to Et c'est hear vraiment people intéressant. come to you Et with some more questions nous and reviendrons à d'autres reflections at the end. questions et à d'autres réflexions And vers la maybe fin. for those of us on the call, Donc, je nous if invite, anyone does nous, have sur any l'appel, questions si vous avez des or a couple things réflexions that were ou des really commentaires, vous pouvez mind-blowing les écrire. Mais quelques points que je trouve très intéressants dans le travail que vous is faites, Lauren, layering c'est cet is élément being able de to superposer le travail. Donc, vital signs lorsqu'on management regarde le or parcours ou sort la of carte de all the things parcours that are des signes possible, vitaux et tout ce qui I est think I've possible, heard some je reflections crois que j'ai entendu une usually when I réflexion des gens dire je dois tout faire, je dois tout faire maintenant, je dois faire chaque étape what de I heard ça, from you de ce guys was parcours. about Mais ce que j'ai trouvé fantastique de nos conversations et en entendant ce que vous venez de partager aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de it's not all superposition. possible right now, Ce n'est but pas what tout is that possible maintenant, staging in a way mais je crois que tu as utilisé le mot phasé, donc faire des phases. Donc, lorsque vous faites différentes phases, ça crée une raison de faire les choses et vous ne faites pas cela juste dans un point précis. Vous le faites comme base pour jeter les bases, pour répondre et entendre les communautés. Et il semblerait que ça fait partie de votre processus continu. Oui, c'est ça. Excellent. Exactement. Thank you very much, Fantastique. Lauren. Merci beaucoup, Lauren. And so for anyone Alors, listening si today, if you ceux also qui se have joignent à nous aujourd'hui, si vous avez des about what that questions, des looks like commentaires sur ce in que Gainesville ça peut County, avoir l'air de mobiliser la so communauté dans having a différentes régions, de vital signs capturer report différentes régions sous un and measure seul that, rapport we'd Think love to hear Vitaux, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait ça en in the vrai? webinar today. On peut en parler au fur et à mesure que nous And so avançons dans le Lauren webinaire started aujourd'hui. speaking a little bit Alors, Lauren a about commencé un peu de parler so I'm des going to bring partenariats. in Penny at this point. Alors, je vais inviter Penny is Penny. the director of the Rural Penny Communities est la directrice Foundation. générale des communautés rurales, la Fondation des communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Partnership is really Penny, le partenariat est vraiment le mot pour vous. Alors, je vais vous passer la parole et vous pouvez nous parler de votre parcours des signes vitaux, de quoi ça a eu l'air à travers les années pour vous. Allez-y. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Mon nom est Penny Day. Des fois, on m'appelle Penny Cooper. D'une façon ou d'une autre, je vais répondre. J'utilise les pronoms elle, la, et je suis la mère de deux jeunes filles, partenaires de David. Je vis et je travaille et je joue sur le territoire Mi'kmaq non cédé et aussi le territoire des peuples Saguenay. Nous appelons Upper Town Talon de façon coloniale. Donc, je suis ici et je continue d'apprendre dans mon rôle de directrice générale avec la Fondation des communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Ici, nous représentons ou nous couvrons
pas mal toute la Nouvelle-Écosse. C'est près d'1 million de personnes à travers la province. Nous sommes bénis de pouvoir partager notre territoire avec les fondations communautaires de la Nouvelle-Écosse et aussi la Fondation communautaire de la Première Nation Onawage. Ils couvrent Mi'kmaq, donc c'est plus que la Nouvelle-Écosse. Et si vous regardez notre parcours de Cinq Vitaux, on dirait c'est un peu partout, d'une place à l'autre, aller-retour. Donc, si je regarde mon parcours, pour vous parler un peu de nos partenariats et à quel point ce fut important pour nous aujourd'hui, je vais revenir à un rapport fantastique qui a été créé en partenariat avec PhyLab. PhyLab sont les laboratoires philanthropiques. Ils reçoivent des étudiants d'à travers le Canada. Ils font beaucoup de recherches. Un membre du conseil provenait de l'Université Saint-Evex et nous avons été très chanceux d'avoir cette connexion académique avec des chercheurs et avec ce groupe PhyLab. Donc, nos recherches, je dois vous dire, ont commencé avec tout le monde qui disait oui sans vraiment savoir qu'est-ce que nous allions en tirer. Notre membre du conseil a mis de l'avant une opportunité pour qu'un chercheur fasse des recherches sur notre rapport d'impact sur les bourses. Et Sarah Lagley, qui était notre chercheur, a fait ce rapport. Il était fantastique. Et suite à la fin du processus, ce qui est arrivé, je crois, c'est que le conseil a vraiment compris l'importance de ce genre de collecte de données et d'avoir ce genre de partenariat. Alors, quelques années plus tard, nous avons fait une conférence sur l'impact communautaire sur l'environnement climatique à Burton. Encore une fois, nous avons été heureux d'avoir un partenariat avec l'Université Memorial. Ils étaient connectés avec PhyLab. Nous avions un professeur et un étudiant qui sont venus à cette conférence d'impact communautaire. Ils ont présenté un rapport qui était basé sur les données PhyLab, une recherche sur les opportunités philanthropes associées avec l'action climatique. Et c'est là que les choses se sont vraiment mises à prendre forme pour nous. Alors, je vais arrêter ici par rapport à notre connexion avec les universités et des organisations partenaires. Mais en même temps, en parallèle, nous travaillons très fort sur nos carrefours de données. Donc, nous avions un programme, nous apprenions beaucoup sur la façon de prendre les données pour qu'elles puissent faire du sens pour nous dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse. Je dois vous le dire, j'étais la seule employée. J'avais un peu de difficulté avec cela au fur et à mesure que ça avançait et je ne voyais pas vraiment à quel point ça pourrait être utile. Alors, c'était fait en parallèle avec cette conférence d'impact communautaire et la relation que nous avions eue avec PhyLab et que nous étions en train de créer avec l'Université Memorial. Donc, PhyLab et Memorial sont venus nous voir. Ils ont dit, nous avons un étudiant, Edmund Nurinsky, qui aimerait faire de la recherche sur l'action climatique en Nouvelle-Écosse. Et c'est là que le tout a commencé à prendre forme. On a dit, regarde, on peut créer un rapport de signes vitaux qui rassemble l'action climatique de partout en Nouvelle-Écosse. Et à travers ces conversations qui commençaient à prendre vie, nous avons fait une connexion avec Engage Nova Scotia, donc Mobilisation Nouvelle-Écosse. Mobilisation Nouvelle-Écosse est une ressource de collecte de données détaillée sur le bien-être des citoyens de la Nouvelle-Écosse. Ils ont une grande banque de données et nous étions heureux de faire un partenariat avec eux pour obtenir plus d'informations. Donc, vous voyez comment on fait des ajouts, on superpose des couches. On n'a pas commencé en comprenant où est-ce qu'on s'en allait. On n'a pas commencé en comprenant même où est-ce qu'on arriverait au bout du compte. On a juste commencé en écoutant, en ayant des conversations
Et le tout a débuté avec cette connexion que nous avions avec PhiLab. Ensuite, c'est arrivé avec Memorial et ensuite, c'est avec Engage Nova Scotia, Mobilisation Nouvelle-Écosse. Et ensuite, nous avons fait des conversations avec le Centre d'action, qui est une organisation ici en Nouvelle-Écosse. Et ça a commencé à grossir de là. Et à travers cette discussion, ce que nous avons décidé de faire, c'est de laisser notre carrefour de données où il en était, sachant qu'un jour, on ferait une relation avec Mobilisation Nouvelle-Écosse pour pouvoir faire le lien avec la base de données de Mobilisation Nouvelle-Écosse et nos données à nous. Ça pourrait être utile pour d'autres groupes dans la Nouvelle-Écosse, mais nous avons décidé de travailler sur notre rapport de signes vitaux. Et c'est là que nous avons Edmund, Mobilisation Nouvelle-Écosse et le Centre écologique Nouvelle-Écosse. Nous avons travaillé tous ensemble pour créer un rapport. Et ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer un rapport basé sur l'espoir et non sur la peur. Parce que tout le monde sur cet appel savent que nous, chez Canada, nous avons eu une crise énorme climatique, une crise climatique énorme au Canada. En Nouvelle-Écosse, nous l'avons vécu également. Donc, c'est très facile de rentrer dans la peur au niveau de l'action climatique. Et c'est très effrayant, oui. Mais ce que nous découvrons, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir aussi. Plusieurs groupes travaillent très bien et s'efforcent de soutenir l'action climatique et l'atténuation des effets nocifs à travers la Nouvelle-Écosse. Et nous avons aussi réalisé qu'il y a eu des recherches, il y a des petites communautés à travers la Nouvelle-Écosse qui ont très peur et qui sentent qu'ils ne peuvent rien faire pour aider l'action climatique ou ils ressentent qu'ils sont impuissants. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous ciblons ces communautés, nous faisons des recherches sur ce qui se produit dans ces communautés et ensuite nous créons un rapport qui distille tout ce qui se passe à travers la Nouvelle-Écosse en disant en donnant un module étape par étape personnalisé sur voilà ce que vous pouvez faire comme action climatique pour atténuer la crise climatique dans votre propre maison et votre propre communauté. Donc, au bout du compte, on a appris aussi ce que Jane Goodall a dit, c'est que oui, il y a de l'espoir dans l'action climatique. Voici des choses que vous pouvez faire. Voici des collaborations que nous avons déjà eues avec d'autres groupes communautaires et d'autres organisations. Et le tout a commencé de là. Et nous avons commencé simplement en étant ouverts d'esprit. Et ça a commencé aussi avec notre membre du conseil qui avait accès à l'université et du côté académique, ce qui a lancé le reste de nos pas vers l'avant. Donc, je sais qu'à travers d'autres conversations de signes vitaux que nous avons eues avec FCC et d'autres fondations communautaires qui participent, ils se posaient la question, comment est-ce que vous créez ces connexions, ces liens avec les institutions académiques? Eh bien, souvent, ça commence simplement avec une seule connexion et ça part de là. J'ai trouvé que la plupart des professeurs académiques ou même les personnes dans les institutions académiques désirent partager la conversation et les recherches qu'ils ont faites et voir qu'elles soient disséminées ou partagées à travers le pays. Donc, voilà, c'est où est-ce qu'on en est. Et nous espérons pouvoir publier notre rapport d'espoir signes vitaux en janvier ou février 2024. Wonderful. Penny, thank you so much for that. Fantastique. Penny, merci I beaucoup. love the J'adore visual of a cat's cradle le journey. visuel de ce voyage, ce parcours aléatoire, mais probablement que nous pourrons y revenir avec nos autres panélistes à la fin, parce que je crois que c'est un élément très important. Je crois que nous y reviendrons, nous reparlerons de la carte de parcours. On parle beaucoup de retirer les couches de l'oignon, mais
Ici, c'est plutôt quelles sont les couches additionnelles que nous ajoutons. Oui, bâtir une couche par-dessus l'autre, exactement. Et on continue d'ajouter de nouvelles choses sur cette fondation. Et c'est très omniprésent. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce que vous venez de partager, c'est cette ouverture à poser la question, de créer des partenariats avec les gens dans la communauté. Super, oui. Alors, merci. Alors, merci d'avoir partagé ce jeu, cette partie de votre histoire. Donc, j'entends ce domaine d'intérêt et où est-ce que vous vous positionnez sur notre carte de parcours. Merci. Donc, nous allons passer à Karine Vasseur. Perrine Vasseur. Alors, te voilà, Perrine? Wonderful. So again, just a reminder, Encore un petit rappel pour tous ceux qui désirent entendre l'interprétation en anglais. S'il vous plaît, allez au bas de votre écran, cliquez sur le globe et vous pouvez choisir l'anglais. Perrine va partager son expérience, son parcours de signes vitaux en français. Donc, Perrine, tu fais tout. Alors, je vais te passer la parole et partage avec nous les choses incroyables que tu fais avec Vital Signs. Bonjour tout le monde. Déjà, merci de prendre le temps de m'écouter aujourd'hui. Moi, je vais vraiment partir d'une idée vraiment générale pour vous présenter les signes vitaux à la Fondation, donc vraiment l'historique de signes vitaux à la Fondation Québec Philanthrope. Puis à la fin, je reviendrai aussi sur comment nous, on appréhende signes vitaux à la Fondation, fait que finalement, comment on arrive à incorporer les signes vitaux dans chacun des secteurs d'activité, puis chacune des actions qu'on pose finalement à la Fondation. Juste pour vous donner un petit contexte, là, nous, à la Fondation Québec Philanthrope, on couvre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de l'historique, nous, on a embarqué dans l'aventure Signes Vitaux en novembre 2018. Donc, je me suis un peu retrouvée dans ce que disait Penny, dans le sens où nous aussi, on a embarqué là-dedans en connaissant un peu le programme, mais finalement en sachant pas exactement ce que ça allait générer pour nous. Donc, quand on a commencé les signes vitaux, on avait vraiment dans l'idée d'avoir un rapport qui se voulait accessible à tous, qui se voulait facile à lire et facile à se l'approprier aussi. Donc, que chaque personne puisse avoir un besoin ou quelque chose qui allait se rapprocher de sa réalité. Donc, nous, notre stratégie, ça a été de commencer avec des échanges vitaux, donc des consultations avec des représentants d'organismes et des élus locaux sur tous nos secteurs d'activité. À l'époque, on en avait 5, maintenant on en a 11, mais vraiment des consultations at large, donc qui étaient animées par une firme à l'externe avec laquelle on travaille toujours, qui s'appelle Vote pour ça, et qui avait vraiment pour but donc d'aller demander aux organismes participants et aux élus locaux finalement quels sont les besoins prioritaires de votre communauté. Donc vraiment, comme je l'ai dit, on voulait faire un portrait des besoins, vraiment quelque chose de très, c'est ça, de très accessible et de très at large finalement pour tout ça. Puis en fait, quand on a imaginé le rapport, ce qu'on voulait, c'est d'avoir d'un côté les besoins identifiés de nos communautés dans chacun de nos 5 secteurs d'intervention, et de l'autre côté, on a en parallèle des données statistiques qui allaient finalement illustrer le portrait de cette situation-là. Donc, des statistiques majoritairement officielles là, qui venaient de Statistique Québec et de Statistique Canada pour venir, c'est ça, illustrer, faire un portrait de la situation. On avait fait aussi une sorte de petit sondage populationnel, mais qui avait vraiment été fait à l'interne et qui avait pour objectif, encore une fois, de venir illustrer, mais qui ne venait pas demander des besoins comme on l'avait fait dans les conversations vitales. Donc, ce qui nous a donné la sortie du rapport en décembre 2019. Et on a eu un très bon retour de la communauté de manière générale, donc des retours très positifs. Et ça nous a vraiment généré, dès le premier rapport, des partenariats, des initiatives auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Il y en a un qui me vient en tête, c'est un programme qui est encore en vigueur actuellement à la Fondation, mais qui est le programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et au sport, en fait, qui est issu d'un représentant d'organisme qui était là lors des échanges vitaux et dans notre comité aussi de travail, qui est venu vers nous en nous disant ce besoin-là, c'est quelque chose que j'ai identifié aussi dans notre milieu, puis c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il serait important de travailler ensemble parce que ça va avoir un impact énorme dans la vie de plusieurs personnes.
et ça va générer des projets extrêmement intéressants. Donc, le constat en lui-même, c'était favoriser l'accessibilité universelle. Et nous, à ce moment-là, on avait un fonds à la Fondation qui concordait justement avec ce constat-là. Donc, en fait, on a fait un regroupement avec des organismes pour créer un programme d'aide financière pour les organismes, donc un programme qui visait à bonifier l'accessibilité au sport et aux loisirs pour les personnes en situation de handicap. Et donc actuellement, ça fait 3 ans que ce programme-là est déployé. On a remis 250 000 $ et financé une quarantaine de projets. Donc c'est vraiment notre première initiative Synvito. Donc c'est ça. Une fois que le rapport est sorti en décembre 2019, pardon. Si je vous dis décembre 2019, que je vous emmène un peu plus loin, on a mars 2020 et donc on a Covid-19. Donc nous, on va dire que notre premier rapport a été un petit peu chamboulé par l'arrivée de la Covid et que tous les constats qu'on avait établis comme prioritaires, bon, l'étaient plus forcément parce que là, la priorité, c'était de venir en aide aux organismes qui étaient donc menacés de fermeture suite à la pandémie. Donc, tous les impacts qu'aurait pu générer Synvito à ce moment-là ont été un peu mis sur la glace, je dirais, à cause de la pandémie. Mais par contre, ça ne nous a absolument pas découragés à continuer le programme Synvito parce que là, on avait vraiment une meilleure idée du potentiel du rapport. Donc, lentement mais sûrement, à l'hiver 2021, on a commencé vraiment à mettre en œuvre le deuxième rapport, donc le deuxième exercice Synvito. Puis là, on s'est posé un peu, puis on y a réfléchi, puis on s'est dit qu'on voulait pousser le rapport encore d'une coche. Donc, on voulait toujours garder cette idée d'aller documenter les besoins dans chacun des secteurs, donc avec nos conversations vitales, avec les organismes sur tous nos secteurs d'activité, mais qu'on voulait le rendre plus pertinent en allant finalement valider les constats qui avaient été discutés lors des conversations vitales. Fait que finalement, ce qu'on a été faire, c'est aller faire des sondages, d'autres exercices de collaboration avec les organismes pour aller valider ces constats-là. Donc, par exemple, on a fait des sondages à l'interne, ce qu'on n'avait pas fait pour le précédent, mais vraiment des sondages sur les impacts de la COVID, mais il y avait également une partie sur les besoins. On a fait aussi des consultations qui étaient plus thématiques. Donc, par exemple, dans le cadre du programme RBC avec les jeunes, on a fait des consultations avec la Croix-Rouge qui étaient à la base des consultations plutôt post-Covid dans une optique de rétablissement, mais il y avait aussi quand même ce côté Synvito-là avec le besoin des organismes. Puis, on a fait une recherche documentaire aussi qui était beaucoup plus poussée. On a eu une stagiaire qui a été là, qui a vraiment été dédiée à ça et qui nous a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Donc, c'est ça. On a ajouté une couche supplémentaire à Synvito pour pouvoir finalement le rendre plus pertinent. Puis, comme je l'ai dit, d'aller valider les constats qui avaient été discutés lors des conversations vitales. Ce qui a été aussi super intéressant pour l'exercice 2022, c'est que au niveau de Synvito, on a eu la planification stratégique qui s'est produite un peu au même moment. Fait que ça nous a vraiment permis de prendre le temps de réfléchir à la place finalement qu'on voulait donner à Synvito. Et la conclusion qui a eu lieu, c'était qu'on voulait vraiment mettre Synvito au centre de l'action de la Fondation Québec Philanthrope. Puis j'y reviendrai un peu plus tard, mais vraiment c'est ça. Donc intégrer Synvito dans la plupart des actions qu'on pose à la Fondation. Donc ça a vraiment été la singularité de cet exercice-là. Donc on a finalement sorti notre rapport en avril 2022, notre deuxième rapport, donc là, le deuxième que vous voyez à l'écran. Et encore une fois, il y a eu un très bon retour de la communauté, on a eu des retours très positifs. Puis, on s'est assez rapidement penché sur le prochain rapport, donc qui va être le rapport 2024, pour voir toujours dans une optique d'amélioration continue comment finalement on pouvait pousser le rapport. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit pour le prochain rapport, donc celui qui est en œuvre actuellement, c'est qu'on s'était rendu compte quand même d'une certaine redondance dans les besoins entre le rapport 2019 et le rapport 2022. Fait qu'on on voulait vraiment, plutôt que de repartir de zéro comme on l'avait fait pour les précédents rapports, on voulait vraiment assurer cette continuité-là, et finalement aller voir est-ce que les constats qu'on avait établis étaient pertinents finalement? Est-ce que ce constat-là s'était amélioré? Est-ce que ce besoin-là s'était dégradé? Au contraire, donc faire une sorte de mise à jour et de baromètre des besoins, au niveau des organismes. Donc, c'est vraiment ça sur lequel on a travaillé. Autre chose, c'est que nous, comme je l'ai dit, on était vraiment at large, donc tous les secteurs d'activité.
Puis là, dans un second temps, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment faire un dossier focus. Mais il faut se rappeler, nous, on est toujours dans une optique à la Fondation Québec Philanthrope d'avoir le rapport très accessible, facile à lire, un format à peu près de 20 pages, fait que tout le monde peut s'approprier le rapport. Donc, on ne voulait pas non plus faire un dossier focus qui soit trop précis. Donc, on est vraiment parti des constats sur le secteur, donc qui est l'environnement, qui est le secteur qu'on a choisi, pour ensuite aller préciser finalement ces constats-là. Donc faire une sorte de dossier focus, mais qui vient préciser ce qui a été établi pour garder cet aspect continuité. Puis, pourquoi on a choisi l'environnement? Bon, pour 3 raisons assez simples. La première chose, c'est qu'à la Fondation Québec Philanthrope, les demandes financières qu'on reçoit en environnement sont très rares. C'est-à-dire qu'on n'est pas vu pour les organismes en environnement comme un financeur potentiel. Donc, nous, faire un Sinvito avec une sorte de dossier gros plan sur l'environnement, c'était vraiment une manière de mettre de l'avant et de réitérer finalement notre engagement vis-à-vis du secteur de l'environnement. L'autre chose, c'était qu'au niveau des fonds, aussi, l'environnement est de manière générale très sous-représenté chez nous, fait que c'était pour mettre l'emphase là-dessus. Et troisièmement, on avait aussi des initiatives stratégiques en lien avec l'environnement aussi, donc tout concordait assez bien, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce secteur-là. Et donc, la dernière chose, c'est qu'on apprend toujours de ses expériences. On avait les 2 premiers rapports, puis en voulant toujours le pousser plus loin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme données pour le rendre encore plus pertinent, encore plus précis. Donc, on s'est donné pour objectif de créer un sondage populationnel pour lequel on est accompagné par une firme, mais qui était vraiment dans le but d'aller documenter chaque besoin de chaque secteur de manière beaucoup plus précise, là, beaucoup moins à large que ce qu'on avait fait pour le premier rapport. On a créé aussi des sondages sectoriels parce que, on est passé de 5 à 11 secteurs chez nous. Donc, c'est sûr que les 5 secteurs, les anciens étaient très larges, les 11 nouveaux sont très précis. Donc, il y a certains secteurs qui sont beaucoup moins documentés que d'autres. Fait qu'aller aller ajouter de la complémentarité avec des sondages sectoriels, ça nous aidait à aller chercher des données différentes. Puis, en termes de recherche documentaire, on a un stagiaire cet été qui a fait un travail exceptionnel et qui nous a vraiment aidé au niveau de la recherche documentaire pour la rendre plus poussée et finalement avoir un portrait plus juste de l'état de la situation au niveau de nos besoins. Donc là, on est vraiment, en ce moment, on est dans le crunch de l'exercice, c'est-à-dire qu'on est encore en train de travailler sur certains exercices de sondage, puis on devrait commencer la rédaction au début 2024 et la sortie est prévue pour le printemps 2024. Fait qu'on est vraiment dans le gros de la chose en ce moment. Mais c'est à peu près ça pour l'historique. Puis, je pense que notre particularité, nous, à la Fondation, c'est qu'on a vraiment pour objectif de mettre les signes vitaux au centre de tout ce qu'on fait, puis vraiment axer notre positionnement sur les signes vitaux. En fait, on considère vraiment que les signes vitaux, c'est ça qui nous donne notre aspect communautaire, qui nous rapproche finalement de la communauté et des besoins. Parce que c'est vrai que nous, en tant que fondation, on n'est pas forcément sur le terrain, fait qu'on peut bénéficier de l'expertise des organismes communautaires pour avoir ces besoins prioritaires, puis avoir ce pouls de la communauté qui va nous permettre aussi de maximiser notre impact ensuite. Fait que c'est vraiment pour nous une force de positionnement qui nous différencie de toutes les autres instances qui vont pouvoir proposer des fonds philanthropiques, les banques, etc. Donc, on en a fait vraiment notre force de positionnement. L'autre chose, c'est qu'on utilise vraiment les signes vitaux comme notre ligne directrice et notre ligne de cohérence. Je l'ai expliqué un peu, mais quand on a fait notre planification stratégique, on a vraiment veillé à ce que chaque action qu'on pose, en tout cas le plus possible, soit justifiée en fonction des signes vitaux. Donc, comme ça nous donne vraiment, comme je l'ai dit, notre ligne directrice pour justifier nos actions. Et je vous donne un exemple, tout ça, mais au niveau de nos programmes d'aide financière actuellement, presque tous nos programmes sont basés sur nos signes vitaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin signes vitaux. Pour les programmes thématiques, ça peut sembler un peu plus facile parce qu'évidemment, on trouve une thématique et ensuite on le relie à un besoin, mais on a aussi des appels à projets qui sont plus globaux et qui concernent tous nos secteurs d'activité. Et là-dedans, on a vraiment intégré une question sur en quoi le projet ou la demande répond-il à un besoin signes vitaux. Pareil, au niveau de l'analyse des dossiers, les personnes qui vont analyser les dossiers ont vraiment une grille d'analyse aussi où le critère signes vitaux est intégré. Fait qu'on essaye vraiment d'aller loin dans notre objectif d'avoir les signes vitaux au cœur de notre action.
Aussi, là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais on veut vraiment faire un tracking Synvito. Donc, vraiment mesurer l'impact de nos aides financières, puis à quel point on répond finalement aux besoins qui sont identifiés dans les rapports. Donc, ça, c'est vraiment un objectif qu'on s'est donné aussi. Puis, l'objectif de long terme, ce serait de sensibiliser davantage nos créateurs de fonds à Synvito, aux besoins qui sont identifiés dans le rapport. Tout ça est un projet, mais lentement, mais sûrement, on se dirige vers ça. Fait que c'est ça. On est vraiment en mode ligne directrice Synvito. L'autre chose, c'est qu'évidemment, Synvito devient pour nous un outil marketing. Donc, on se sert de Synvito au niveau communicationnel. On a vraiment dynamisé la page de notre site Internet. On a également fait des posts réseaux sociaux là-dessus. On veut vraiment faire de Synvito un momentum pour capitaliser sur la force de Synvito à ce niveau-là. Puis la dernière des choses, puis je sais que je me suis un peu épiloguée là-dessus, mais pour nous, Synvito est vraiment un vecteur de partenariat. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment d'ouvrir des portes. Bon, je l'ai expliqué un peu avec le programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et au sport, mais on a créé d'autres programmes comme ça en collaboration, puis ça nous permet vraiment de travailler de concert avec les organismes pour créer des programmes qui sont adaptés aux besoins qui sont identifiés dans le rapport, ça c'est la base, mais adaptés aussi à eux et la clientèle qu'ils desservent finalement. Fait que cette approche collaborative-là est vraiment très utilisée en fait à la Fondation Québec Philanthrope. Et on a plusieurs programmes qui ont été créés comme ça. La dernière chose, donc, ça nous permet d'avoir des collaborations avec les organismes, mais ça nous permet également de créer des occasions d'aller voir nos partenaires financiers. Donc, de nous ouvrir des portes aussi à ce niveau-là en disant, nous, on voudrait travailler sur tel besoin. Est-ce que vous voulez nous appuyer là-dedans? Donc, c'est ça, ça nous permet vraiment d'ouvrir des portes à ce niveau-là, autant du côté des organismes que du côté des partenaires financiers. Donc c'est ça. On essaye vraiment d'incorporer nos Synvito partout dans la mission de la Fondation Québec Philanthrope. Bon, je pense que ça faisait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, Julia. Je sais que C'est super. j'ai pas mal parlé, mais Oui, pas mal le tour. non, c'est super. Et j'aime beaucoup comment tu l'as dit que Synvito était un peu un vecteur de partenariat. Et je pense que c'est pour la Fondation Québec Philanthrope, c'est comme un vecteur de beaucoup de choses. C'est Synvito vraiment à la base, à la fondation, les données, le tracking, les financières, quoi d'autre. C'est vraiment un état d'esprit de curiosité et j'adore comment vous avez ces conversations. En fait, c'est que ma présidente directrice générale dit souvent une chose, c'est que Synvito est notre Bible. Puis ça paraît un peu intense, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de mettre Synvito au centre de ce qu'on fait pour être cohérent, puis pour répondre directement aux besoins de la communauté et maximiser notre impact. Tout à fait. Merci beaucoup. I'm going to switch back to English now, and Je reviendrai à l'anglais maintenant. and for Et bon, maybe I can have all of our panelists. peut-être que tous nos panélistes pourront être remis à l'écran maintenant, s'il vous plaît. I have a question for you all. J'ai une question pour vous toutes et je me demande en plus de nos présentatrices à l'écran, je me demande si on pouvait aussi inviter ou ramener la diapo de la carte du parcours. Quelque chose qui est très intéressant. Si on revient au début de notre webinaire, nous voulons souligner comment est-ce que moi, en tant que fondation communautaire, comment est-ce que je me situe ou où est-ce que je suis sur cette carte de parcours? Où est-ce que je commence? Où est-ce que je vais? Donc, je crois c'est une question en deux parties. Premièrement, j'aimerais entendre parler chacune d'entre vous, peut-être dans ce moment-ci ou quand vous avez commencé, où est-ce que vous avez commencé? Où est-ce que vous vous situez sur cette carte de parcours? Penny, peut-être que je peux te donner la parole en premier. Oui, je peux vous dire que nous avons débuté à l'étape 2. Nous avons bâti une plateforme de données. C'est là qu'on a été présenté au Synvito.
avec FCC. Et c'est avec cette plateforme de données et notre conseil était vraiment impliqué dans cette plateforme. Mais la réalité, c'est que nous sommes revenus à l'étape 1 parce qu'après avoir fait la plateforme, nous devions faire un rapport. Alors, nous sommes revenus à l'étape 1 pour déterminer la portée, la capacité et les ressources. Nous avions mobilisé la communauté, donc on pouvait définir notre conférence d'impact communautaire comme étant l'étape 1. Donc, on a fait l'aller et le vient une couple de fois. OK, Lauren, vous, où est-ce que vous vous situez sur la carte? Ben moi, c'est pas mal similaire. On a commencé en disant qu'on savait qu'on voulait faire une publication complète de signes vitaux. On voulait se concentrer sur les zones rurales. Et lorsque nous étions à l'étape 2 pour la recherche, nous avons rapidement réalisé que notre pourquoi a changé. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est comme d'écrire une thèse. C'est pas mal dans le rapport que tu commences à voir l'image globale et que les choses commencent à rentrer dans la lumière. Alors, on a commencé avec l'étape 1 et tu sautes un peu de l'étape 1, étape 2, étape 3, mais ça revient toujours à ton pourquoi. Mhm, mhm. Et Perrine, pour vous, qu'est-ce que c'était? À quelle étape étiez-vous sur la carte? Vous allez répondre en français. Mais j'aurais un peu la même réponse, je pense, que Lorraine et Penny, c'est-à-dire que, bon, techniquement, nous, on est plus à l'étape 2, là, vraiment au niveau de la recherche, puis on est en train d'analyser les données et vers donc la rédaction d'un rapport, mais finalement, on tourne toujours à l'étape 1 aussi, c'est-à-dire de toujours s'interroger sur pourquoi on le fait, c'est quoi nos objectifs avec le rapport, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce rapport-là. Puis toujours le engage community où ça vient pour moi tout au long du processus, même quand on analyse les données, on veut toujours garder ce dialogue continu avec nos parties prenantes et qu'avec nos organismes. Fait que je dirais qu'on navigue aussi toujours entre l'étape 2, qui est vraiment celle à laquelle on est, mais la 1 revient toujours en fond au niveau de nos signes vitaux. And then I guess the second part of my question for all of Bon, you. j'imagine que la deuxième partie de ma question pour chacune d'entre vous, c'est, vous savez, l'étape 3. L'étape 3, c'est de partager cette information. And then, I've heard you, all of you have shared a little Et bit vous avez toutes dit un peu où vous en étiez dans ce parcours. Et à un certain point, il y a de l'information que vous pourriez partager avec la communauté. Et Lauren, je sais que pour vous, c'était les étapes initiales de récolter l'information des communautés pour pouvoir leur retourner. Mais pour vous, quel est l'équilibre entre le processus de l'étape 1 et 2 et ensuite de produire ce rapport? Et j'imagine ce qui m'intéresse à savoir, c'est que nous travaillons toutes vers cette chose, soit un rapport, une plateforme de suivi de progrès, un site web, une représentation visuelle des données. Et nous savons également que nous passons beaucoup de temps dans le processus. Donc, j'imagine de différentes façons pour chacune d'entre vous. Quel est cet équilibre? Et à l'étape 3, vous avez finalement ce rapport ou des éléments de données. Comment est-ce que ça vous ramène dans d'autres aspects à revenir à l'étape 1 ou à l'étape 2? Perrine, peut-être que je peux commencer par vous. Oui, c'est sûr que nous, il y a toujours cet enjeu-là de, une fois qu'on a fait le rapport, comment on le fait vivre, puis qu'est-ce qu'on fait avec, puis comment on s'arrange pour que toute la communauté, puis surtout les personnes qui ont participé, en prennent connaissance. Fait que nous, ça passe beaucoup par de la communication. Fait qu'on avait fait un webinaire de lancement pour informer, enfin pour présenter finalement les résultats. Bon, aussi parce que c'était encore la pandémie, fait que malheureusement, on pouvait pas tenir vraiment ça en présentiel. Mais c'est ça, on avait fait des posts réseaux sociaux, on avait fait des communiqués, on avait essayé de faire des communications ciblées aussi aux organismes, c'est ça, qui avaient participé aux échanges vitaux. Puis, en fait, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est vraiment, dès qu'on a une occasion, de ramener signes vitaux. Donc, dès qu'on est en représentation quelque part, dès qu'on fait un événement,
toujours d'avoir nos rapports ou nos codes QR qui mènent vers le rapport, toujours présenter le rapport, présenter notre travail. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là où on essaye de ne pas passer d'un rapport à un autre, mais vraiment de maximiser celui qu'on vient de produire. Puis c'est pour ça que je ne l'ai peut-être pas mentionné, je l'ai oublié, mais on se laisse toujours, nous, 2 ans à peu près pour produire un rapport. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le rapport est sorti, on le laisse vivre et ensuite le prochain sort 2 ans plus tard, justement pour cet aspect-là de pouvoir maximiser son utilité. Et aussi, nous, à l'interne, on a des ressources limitées au niveau personnel. Là. Nous, le Synvito est très associé à l'équipe de l'aide financière. Donc, il y a moi et il y a mon collègue Jean, puis on n'est pas à temps plein dans Synvito. Là, on gère aussi tous les programmes. Donc, le 2 ans nous permet ça aussi en termes de ressources et en termes de visibilité. Donc, c'est ça. Mais je dirais que même quand on laisse vivre le rapport, on revient toujours rapidement à l'idée du prochain, comment on le pousse. Puis nous, ce qu'on essaye de faire, comme je l'ai présenté, c'est qu'on essaye d'assurer une continuité entre les rapports. Donc, c'est-à-dire que le nouveau rapport n'efface pas l'ancien, justement pour que les données soient toujours finalement actualisées. Absolutely. Penny, what about for you? This sort of balance of these two areas. Absolument. Penny, pour vous, quel est cet équilibre entre le rapport et le processus? Tu as demandé à moi, Julie? Oui, désolée, je passais du français à l'anglais. Oui, donc nous n'avons pas produit de rapport encore, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que nous commençons à en parler, ça amène vraiment d'autres personnes. Alors, vous partagez continuellement vos découvertes au fur et à mesure que vous avancez, que ce soit avec un donateur potentiel ou que ce soit dans une autre situation académique. Dans notre cas, l'Université de Carleton était là pour notre conférence climatique. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? On veut entendre parler de ce que vous faites. Alors oui, ça émousse beaucoup l'intérêt. Ça, mais je crois que comme Perrine a dit, une fois que nous avons fait le premier rapport, à ce moment-là, ce sera plus facile d'aller voir les donateurs pour refinancer un rapport. Alors, encore une fois, nous sommes dans cette étape plus difficile où on essaie de faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi pour qu'ils puissent financer les portions parce qu'on doit payer les étudiants et payer toutes les choses associées. Et peut-être nous essayons de le faire par nous-mêmes autant que possible, mais une fois que nous aurons le rapport entre les mains, à ce moment-là, ça peut ouvrir des portes. On peut commencer à le partager et lorsqu'on se prépare pour le prochain rapport, vous avez déjà le premier pour démontrer ce que vous avez fait. J'aime bien ce que Perrine a dit, une période de 2 ans entre les rapports. Même notre conseil a dit, OK, super, quand est-ce qu'on fait le prochain? J'ai dit, non, on doit finir le premier. Et je crois que oui, un cycle de 2 ans, c'est bon. Et j'ai entendu ça de la part de Perrine. Merci, Perrine. Oui, merci pour ça. Lauren, rapidement à vous avant de conclure. L'équilibre pour vous, partager les choses apprises. Je crois que la meilleure chose des rapports, c'est qu'ils évoluent continuellement. Et je crois que c'est très important, une fois que vous avez partagé vos découvertes, c'est de prendre en compte les rétroactions, les commentaires. Ces rapports sont connus comme étant des outils très utiles, des points de référence. Alors, comment est-ce que nous pouvons les améliorer? Comment pouvons-nous mieux rencontrer les besoins? C'est un continuum, comme ça a été mentionné plus tôt. Je crois que c'est un des rapports très utiles. Merci. Et de le garder vivant de plusieurs façons. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre temps ici aujourd'hui. Merci Perrine, Penny et Lauren d'avoir partagé votre parcours. C'est toujours un plaisir. Donc, nous concluons. Ce que vous verrez dans le chat, c'est notre rapport national des signes vitaux sera lancé aujourd'hui. Vous êtes les premiers à le savoir. Alors, prenez le temps de le regarder.
C'est un rapport très intéressant qui, je crois, nous touchera chacune d'entre nous de façon différente. Nous partagerons ce rapport des signes vitaux national et tous ceux qui ont participé dans le programme des signes vitaux cette année. Si vous n'avez pas vu le kit d'amplification, comment garder ces rapports vivants, comment les partager, les mettre dans les communautés, en parler, allez voir ce kit. Demandez-nous une copie si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous désirez en parler plus. Vous verrez ce lien dans le chat. Et finalement, nous avons beaucoup d'événements incroyables qui continuent de se produire chez FCC. Plusieurs ressources pour vous. Si les signes vitaux vous intéressent ou si vous voulez comprendre un peu plus que ce qui est possible dans vos communautés, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Ça me fera plaisir de vous écouter, de discuter avec vous, d'entendre vos idées, toutes ces choses qu'on peut faire ensemble. Si vous désirez plus d'informations sur nos programmes, s'il vous plaît, allez sur le lien qui est partagé dans le chat. Merci encore à tous de vous être joints à nous. Je vous souhaite une excellente semaine des signes vitaux et prenez soin de vous. Bonne journée.